Alors ce que je vous propose là, c'est un regard qui est mon regard sur ce monde de l'accompagnement, qui s'appuie sur une activité professionnelle qui s'est organisée en 2 temps, 15 ans passés dans le monde de l'accompagnement et puis maintenant dans le monde de la recherche. Mais je vais vous le présenter comme ça parce que aujourd'hui, il y a quand même un constat global qui apparaît, c'est que le monde de l'accompagnement existe, est très très fort et très puissant en France, mais il souffre aussi beaucoup, alors qu'on en a énormément besoin pour soutenir nos entrepreneurs aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça pour vous dresser un état actuel de la situation de l'accompagnement. L'accompagnement a environ 40 ans. Il est né en Dordogne, au départ, dans des tipis, à l'époque où des néo-ruraux s'installaient et commençaient à essayer d'imaginer une autre société. C'était promouvoir un entrepreneuriat auprès du plus grand nombre. Et donc, soit des cadres salariés d'entreprise ou des ex-cadres salariés d'entreprise qui s'étaient installés, qui étaient partis vivre à la campagne, ont commencé, de manière informelle au départ, à recevoir des personnes qu'on appelle aujourd'hui des porteurs de projets. Les premières structures qui se sont organisées autour du monde de l'accompagnement sont appelées les boutiques de gestion. Donc les boutiques de gestion sont nées dans les années 70 et le monde de l'accompagnement, en fait, s'est assez rapidement structuré autour d'une impulsion institutionnelle, la création de l'ACRE. Alors l'ACRE, ça veut dire l'aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprises. L'ACRE a été créée en 79 sous l'action de Raymond Barre et a marqué véritablement, symboliquement, le lancement de l'implication directe de l'État dans l'émergence et la création d'entreprises. Dans les années 80, les premières associations d'accompagnement se sont formées, elles ont commencé à s'organiser. Donc des processus informels d'accueil et d'accompagnement, on en est arrivé à créer des associations qui se sont organisées avec des bénévoles au départ. Des bénévoles qui tous étaient soit issus du monde de l'entreprise, soit y étaient encore. Et donc cumuler, conjuguer les activités. Et puis ensuite, dans les années 90, une autre reconnaissance institutionnelle qui a enfoncé le clou, elle a été marquée par l'implication directe des chambres consulaires dans le monde de l'accompagnement et l'apparition des réseaux financiers. Enfin, dans les années 2000, une reconnaissance du métier d'accompagnateur, donc d'une action d'accompagnement, on en a créé un métier d'accompagnateur, et donc on a recruté, on a embauché des jeunes qui directement après les études se sont formés sur ce métier d'accompagnateur, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant c'était plutôt des bénévoles et plutôt des gens qui avaient des expériences en entreprise, et donc on a inventé un métier. Une explosion de la diversité de l'offre d'accompagnement également, les structures se sont très fortement démultipliées, ainsi que les modalités de financement. Une récente étude montre qu'il y a 3 profils types d'acteurs de l'accompagnement. Tout d'abord, il y a les généralistes, ce sont les plus importants, les plus nombreux. Les généralistes sont des structures d'accompagnement qui vont accompagner tout type de porteurs de projets, tout type d'activité, dans tout type de secteur d'activité. Les activités créées génèrent en moyenne 2 emplois par entreprise créée. Ensuite, il y a les structures technologiques. En moyenne, 4 emplois par entreprise créée, un accompagnement technique expert, mais comparé aux généralistes, des structures qui sont beaucoup moins nombreuses et évidemment des projets qui sont aussi moins nombreux quantitativement. 3e type de structure, les structures relevant de l'économie sociale et solidaire, 1,5 emplois créés en moyenne par entreprise, et ce sont plutôt des TPE, très souvent des intentions de créer son propre emploi derrière la création d'entreprise. Très souvent, on reproche à ce monde de proposer une offre peu lisible et qui soulève de nombreuses questions. Alors, peu lisible pour qui ? À qui répondent ces dispositifs d'accompagnement ? Alors la première question qui nous vient, c'est est-ce que c'est de répondre à la demande des créateurs ? Oui, en tout cas c'est dans le discours officiel. On veut répondre à la demande des créateurs d'entreprises qui ont besoin d'aide et qui viennent toquer à la porte des structures d'accompagnement. Deuxième question, est-ce que c'est aussi répondre à une commande des pouvoirs publics ? Parce que de plus en plus, avec l'évolution du monde de l'accompagnement, le monde institutionnel s'est aussi créé, renforcé, et à un moment donné, dans certaines structures, on ne sait plus véritablement si on doit répondre à la commande plus qu'à la demande du créateur. Donc des ambiguïtés naissent. Troisième question, répondre aux besoins de garanties sociales et professionnelles des organismes de financement public ou privé. Lorsqu'on accompagne quelqu'un, on lui donne des garanties, on lui offre des garanties qui légitimisent son projet au regard des organismes financeurs. Et puis, je vais pousser la provocation un petit peu plus loin, peut-être aussi que finalement l'accompagnement tel qu'il a évolué est aujourd'hui devenu tellement institutionnalisé que les structures sont dans un mode de fonctionnement qui aujourd'hui les oblige à devoir répondre à leurs impératifs de coût et de pérennisation d'emploi.
Donc finalement, la question pour qui, elle n'est pas si évidente que ça. On accompagne, oui, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour accompagner le créateur d'entreprise? Alors à ce moment-là, si on accompagne le créateur d'entreprise, eh bien on va développer des méthodes qu'on pourra qualifier de mentorat ou de coaching. Ou est-ce que c'est accompagner la création d'entreprise? Ce qui n'est pas la même chose. Certaines structures et certains commanditaires derrière peuvent mandater des structures d'accompagnement pour leur demander de favoriser sur le territoire la création d'entreprise. Et donc à ce moment-là, on va orienter le coaching ou le conseil sur la création d'entreprise plus que sur le porteur de projet. Donc deux échelles différentes. Et puis les deux, l'accompagnement à la française, un accompagnement qui conjugue à la fois le mentorat, le coaching et le conseil, avec un accompagnement dans lequel on essaie d'ouvrir au maximum la relation entre accompagné et accompagnateur, mais parfois avec des limites un petit peu floues sur jusqu'où on va dans l'accompagnement du projet, à partir de quand l'accompagné perd le contrôle de son projet au profit de l'accompagnateur, des questions qui nous taraudent en permanence lorsqu'on accompagne des porteurs de projet. Troisième catégorie de questions, mais pourquoi? Quel est l'objectif d'accompagner? Est-ce que c'est former des entrepreneurs, donc des individus? Est-ce que c'est former des entreprises, créer plus d'entreprises sur le territoire? Ou est-ce que c'est créer de l'emploi et de l'auto-emploi? Et là, j'ouvre une parenthèse, comme je vous le montrais tout à l'heure dans l'historique, le monde de l'accompagnement est né en particulier symboliquement sous l'impulsion de l'ACRE, et c'est pas anodin. ACRE, aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprise. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'Emploi qui, au départ, a été à l'origine des dispositifs de soutien à la création d'entreprise et pas l'économie. Et ça a une incidence qui, encore aujourd'hui, possède d'énormes conséquences sur la manière dont s'est construit le monde de l'accompagnement et les porteurs de projets qui en sortent. Et puis enfin, avec qui les structures d'accompagnement travaillent dans un environnement avec un ensemble, un pléthore d'acteurs qui sont à la fois les collectivités, donc qui passent par Pôle emploi, les régions, les conseils généraux, et puis les acteurs du territoire, tels que les plateformes d'initiatives locales, les communautés de communes, les chambres consulaires, les réseaux associatifs de financement de proximité, le développement local. Donc en fait, il y a tout un tas d'acteurs dans chaque territoire qui fait que ces acteurs-là vont créer des maillages qui sont parfois complexes, qui sont souvent des maillages de personnes qui se connaissent et qui vont travailler ensemble, mais qui sont aussi assez difficiles à lire, en particulier pour les porteurs de projets. Cette difficulté actuelle pour lire le monde de l'accompagnement, c'est un élément conjoncturel. C'est qu'un grand nombre de structures d'accompagnement sont ancrées dans le présent. Mais ça veut dire qu'avec le maillage dont je vous parlais juste avant, elles sont liées avec tous ces acteurs autour, elles sont liées par des conventions. Ces conventions qui sont renouvelées chaque année ou tous les 2 ans, mais qui remettent en question à chaque fois la pérennité des structures d'accompagnement. Donc, ce qui pose un véritable problème parce que ça ne permet pas aux structures d'avoir des visions stratégiques à plus ou moins moyen terme. Donc, ça pose un véritable problème de projection. Alors, démystifions l'accompagnement. La France, c'est le premier pays en termes de création d'entreprises en Europe. Alors, on peut être ravi de ce score, mais n'oublions pas que si c'est le premier pays en termes de création d'entreprises en Europe, c'est surtout depuis la création du statut auto-entrepreneur en 2007. Le statut auto-entrepreneur, c'est je crée mon entreprise et à travers mon entreprise, je crée mon propre emploi, qui représente 51% des créations d'entreprises actuelles. Certains parleront d'une industrie de l'accompagnement aujourd'hui qui manque de vision stratégique. Aujourd'hui, il y a environ 1500 structures d'accompagnement, 2,7 milliards d'euros de budget. Il y a un monde qui est là encore très fort, très présent, très installé. C'est une vraie richesse, mais en même temps, il y a un problème de coordination et de vision stratégique. Aujourd'hui, c'est 28%, enfin 2010, 28% des entreprises qui sont créées sont accompagnées. C'est un tiers. Ça veut dire que le reste des entreprises, les restes des entrepreneurs passent par d'autres voies, par d'autres filières, qui sont souvent des filières tout à fait personnelles, liées à leur réseau et leur réseau de proximité. Un accompagnement, je l'ai dit, historiquement ancré sur la création d'emplois et sans en mettre une couche, mais quand même une offre sous pression parce qu'il y a une baisse des financements, il y a une augmentation des contraintes bureaucratiques externes, c'est-à-dire des commandes qui sont passées, qui demandent de plus en plus de volume de travail bureaucratique dans les structures et qui prennent le pas évidemment sur l'accompagnement effectif des porteurs de projets et donc qui entraînent des risques accrus de perte de contrôle des logiques d'accompagnement et du métier d'accompagnateur au profit des obligations financières. Alors, comment sortir de l'ornière? 4 points qui semblent essentiels. Le premier, créer ou recréer des indicateurs de performance, mais qui ne sont pas axés sur des obligations externes, mais en cohérence avec les objectifs stratégiques des structures d'accompagnement.
Comment replacer le financement des structures comme un moyen et non un but? Aujourd'hui, on dit voilà, on va vous financer tant pour que vous accompagniez tant de porteurs de projets. Comment inverser cette tendance et revenir à l'essence même du métier? Disant, l'important, c'est d'abord d'accompagner et puis évidemment d'avoir des financements pour accompagner. Comment redonner des marges de manœuvre pour redéployer des processus et des techniques adaptés à la situation du porteur de projet? C'est-à-dire donc permettre de dégager du temps, de la liberté d'action pour pouvoir accompagner les porteurs de projets autrement que par les conventions qui enferment dans des procédures et dans des process qui ressemblent parfois un petit peu trop à du montage de dossier. Former les chargés d'accompagnement à l'innovation pédagogique, puis tenir compte de l'évolution de la demande des porteurs de projets, et notamment l'arrivée du numérique dans les activités entrepreneuriales, comment accompagner les porteurs de projets dans ces secteurs, et comment renforcer le travail collaboratif, à la fois interne mais aussi externe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler en partenariat, mais comment renforcer la qualité de la collaboration avec les partenaires extérieurs. Troisième point, effet de levier pour expérimenter des nouvelles méthodes et des nouvelles technologies d'accompagnement. Par exemple, l'accompagnement collectif, l'accompagnement à distance avec les outils numériques. Et donc, pour ça, il y a besoin de temps, il y a besoin d'un peu d'oxygène, et puis il y a besoin d'effets leviers qui peuvent être, pourquoi pas, soutenus par des organismes tels que la Caisse des dépôts et de consignation, des fondations, sur des actions pilotes, avec des objectifs, des expérimentations et une pérennisation derrière, prise en relais par les structures elles-mêmes. Enfin, renforcer la collaboration entrepreneuriale. Pendant très longtemps, on a mystifié l'entrepreneur comme un individu qui créait par lui-même sa propre activité, qui rencontrait un succès individuel. On sait aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout un processus collectif dans lequel sont impliqués tout un tas d'acteurs, en particulier les structures d'accompagnement, les financeurs, les banques, et tout joue un rôle important. Pourquoi pas créer un contrat local d'accompagnement qui serait co-signé entre le porteur de projet, la structure d'accompagnement ou les structures, les financeurs, les collectivités, c'est-à-dire les acteurs qui sont souvent en aval et qui vont valider ou pas le financement de l'entreprise, et puis renforcer l'efficience du partenariat, que ces réseaux d'accompagnement, ces réseaux de financement, les banques, les collectivités puissent travailler véritablement en synergie et peut-être au-delà des seules commissions de validation des financements octroyés pour la création d'entreprises.